Alors aujourd'hui, on parle de burn-out. Je pense que c'est probablement la plus grande peur de tout entrepreneur ou personne active qui a plein de projets, c'est de se retrouver un jour les batteries à terre, plus capable d'atteindre tous ces beaux objectifs-là qu'on s'est fixés par manque d'énergie. Donc, on parle souvent de méditation, de prendre soin de soi, d'exercice, de toutes sortes de mesures pour éviter le burn-out, mais on ne parle pas souvent d'alimentation. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la nutrition et nos chances de faire un burn-out ou est-ce qu'il y a des façons de prévenir cet épuisement-là? Ça fait presque 30 ans que je pratique la nutrition. C'est vraiment depuis 10 ans que j'ai fait la connaissance de la nutrigénomique et que je suis vraiment tombée en amour avec cette science-là. Mais ça fait 2 ans vraiment que j'ai décidé de ne plus pratiquer sans connaître la génétique de quelqu'un. Donc, je vois plus de patients qui n'acceptent pas de faire un test nutrigénomique. Puis cet épisode-là va probablement être celui qui va le mieux vous faire comprendre pourquoi j'ai pris cette décision-là. Donc aujourd'hui, le burn-out, c'est un sujet super complexe. C'est affecté par plein de gènes. Je vais quand même essayer de vous résumer tout ça là, d'une façon assez simple, mais la réalité, c'est que quand tu connais tes gènes, mais c'est là que ça devient tellement plus simple. Alors aujourd'hui, on va parler de ce gène qui est probablement un des plus importants pour le burn-out, c'est le COMT, donc je l'appelle le gène de la résilience. Et on va parler aussi de surrénal et de mitochondrie, parce que les mitochondries sont notre usine à énergie, n'est-ce pas? Puis on va aussi parler des vitamines et des minéraux qui peuvent permettre de bien faire fonctionner ces mitochondries-là. À la fin, restez avec moi, je vous promets une petite recette toute simple pour booster vos surrénales. Donc, le gène de la résilience, le COMT. Le COMT, c'est le gène qui code pour une enzyme qui gère les catécholamines. Donc, c'est elle qui métabolise les catécholamines. Et les catécholamines, c'est cet ensemble d'hormones-là produites par nos surrénales, ce qu'on appelle notre cortisol, notre adrénaline. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler de cortisol qui gère notre réponse au stress. Est-ce qu'on va fuir? Est-ce qu'on va figer? Donc, c'est vraiment celle-là qui est essentielle à notre survie, mais qui en même temps n'est pas nécessairement bonne à être stimulée en permanence. Et c'est dans ces situations-là où on se retrouve avec un épuisement. Donc, il y a des gens qui ont un gène COMT qui est rapide. Hein? Ces gens-là sont efficaces à métaboliser ces hormones-là, les catécholamines, et c'est environ 35 à 40 % de la population. Par contre, il y a un 20 % de la population qui ont une difficulté à métaboliser les catécholamines. Ça veut dire qu'ils sont plus enclins à se retirer en situation de stress. Ce n'est pas les gens les plus aventureux, mais c'est des gens très créatifs, très attentifs, ils ont des bonnes mémoires. Donc, d'un côté ou de l'autre, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Au fond, c'est juste une façon d'être. Puis, en le sachant, on peut mieux gérer et tirer profit justement de sa génétique. Donc, du côté des personnes qui métabolisent rapidement les catécholamines, on va retrouver des gens qui ont une meilleure résistance au stress, donc une meilleure résilience. C'est plus facile pour eux de faire sortir ces hormones du stress-là de leur corps. Leurs enzymes fonctionnent mieux. Donc, ils vont souvent être ce qu'on appelle des tempéraments plus de warriors, comme des guerriers. Et ça fait des gens qui vont avoir tendance à endurer la douleur, endurer le stress. Et ces gens-là aussi sont à risque éventuellement de crasher, de carrément faire des burn-out. Mais ils vont le faire en ayant enduré plus longtemps habituellement que quelqu'un qui a un gène du COMT qui est plus lent.
Qu'est-ce qui augmente les catécholamines? Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour quelqu'un qui a un gène du COMT qui ne fonctionne pas aussi bien? Bien, premièrement, il y a le jeûne. Hein? Le jeûne augmente les catécholamines. Pourquoi? Mais c'est un stress. Le jeûne, c'est un stress. C'est un stress à nos cellules. Le corps se met en alerte. Donc, c'est pas la solution la plus stratégique pour quelqu'un qui a déjà une tendance au burn-out ou un gène COMT qui est lent. Donc, qu'est-ce qui diminue les catécholamines? Les grandes respirations, la méditation, la détente, bien sûr. Et ça, c'est pas juste bon pour les catécholamines, c'est bon pour la régulation de plein d'autres hormones. Mais généralement parlant, une personne avec un gène COMT qui est plus lent va tirer énormément profit d'exercices de respiration. Ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir mieux prévenir le burn-out? C'est de prendre soin ou de faire plaisir à nos mitochondries. Alors, qu'est-ce qui fait plaisir à nos mitochondries? Les mitochondries, c'est les usines de l'énergie. Hein? C'est les powerhouses qu'on appelle de nos cellules. Donc, c'est des petites organelles qui sont dans nos cellules et il y en a en abondance. Et c'est ces mitochondries-là qui font les batteries de notre corps. La batterie, c'est l'ATP. Donc, la première étape dans la production de l'énergie, c'est le cycle de Krebs. Hein, peut-être que vous êtes rappelé ce fameux cycle de Krebs-là qu'on apprend par cœur, mais qu'on ne comprend pas tellement. Bien, en bout de ligne, le cycle de Krebs, tout ce que ça fait, c'est que ça ramasse des électrons. Donc, c'est comme l'électricité de la batterie. C'est la même chose que dans une batterie. Une batterie a besoin d'électrons et notre ATP a besoin d'électrons. Donc, les mitochondries produisent les batteries, les ATP, qui vont donner de l'énergie à notre corps. Puis, ils en produisent vraiment beaucoup. Puis, la plus grande utilisation d'ATP, c'est par notre cerveau. 70% de l'ATP est utilisé par notre cerveau. C'est l'organe qui demande le plus d'énergie dans tout notre corps. Et c'est pour ça que c'est très important de lui donner un bon carburant. Un carburant préféré du cerveau, c'est les glucides. Des bons glucides, pas des sucres raffinés, des bonnes sources de sucres complexes, des fruits, des grains entiers. C'est ce qui permet au cerveau de fonctionner de façon optimale. Oui, il peut se débrouiller quand il n'y a pas le choix avec d'autres nutriments, d'autres macronutriments, mais il n'aime pas ça. Puis ça va plus avoir tendance à faire des baisses d'énergie à la longue que si on s'offre le bienfait d'une diète équilibrée qui contient des glucides. Donc, la batterie, elle fonctionne à 7000 à 9000 cycles par minute. Donc, 27 000 ATP produits par cycle. C'est incroyable la quantité d'énergie qui est produite dans notre corps, dans ces cellules-là. On en a à peu près 25 000 mitochondries par cellule. Donc, 10 milliards de cellules. Alors, c'est incroyable la quantité d'ATP que notre corps produit. Si on avait à peser la quantité d'ATP qu'on produit, ce serait à peu près équivalent à notre poids. Imaginez, à chaque jour. Sauf qu'on n'accumule pas notre poids en ATP à chaque jour parce qu'il est constamment utilisé à la demande. Alors, il n'est pas entreposé. Alors, notre corps en produit, on l'utilise. Il en produit, puis il est recyclé. Hein, quand il n'y a pas besoin d'utiliser notre ATP, il va aller en ADP. Et ce recyclage-là, de l'ATP à l'ADP, se fait des milliers de fois par jour. Donc, si ce n'est pas utilisé, ça va être entreposé en ADP. Par exemple, quand on ne fait pas d'exercice, quand on ne bouge pas. C'est une des raisons pourquoi l'exercice augmente la capacité de nos mitochondries. Hein? C'est une façon de produire plus de mitochondries. Ça dit à notre corps qu'il faut prendre l'ADP et le remettre en ATP. Ça fait créer de l'énergie dans notre corps de faire de l'exercice. Donc, c'est
une bonne recommandation de faire de l'exercice en général pour tout le monde. Mais si on a un comité qui est lent, on va avoir tendance à avoir de la difficulté à sortir les catécholamines de notre corps. Et donc, ces catécholamines-là sont augmentées par l'exercice. La conclusion, c'est que si vous avez un comité qui est lent, l'exercice intense, c'est pas pour vous. Choisissez des exercices modérés, stables, plusieurs fois par semaine, mais pas nécessairement y aller à fond, là, puis vous poussez la limite constamment, parce que ça risque plus de brûler vos batteries, ça risque plus de vous faire basculer dans un état de burn-out. Alors, vous devez être doux avec vous-même si vous avez un gène comité qui est lent, parce que l'exercice, en soi, ça peut devenir un stress et donc faire augmenter vos hormones de stress. Il y a aussi d'autres profils génétiques pour lesquels l'exercice peut nuire dans certaines circonstances, et c'est le gène DAO, donc pour métaboliser l'histamine. Alors, à ceux qui ont ce gène-là, on dit de ne pas faire de l'exercice le soir, parce que ça a vraiment tendance à faire augmenter l'histamine, et l'histamine nous réveille. Alors, ça, c'est deux petites particularités par rapport à l'exercice. Mais en général, l'exercice, c'est une bonne chose pour tout le monde. Donc, pour faire des batteries, il faut certains cofacteurs. Il faut, entre autres, des vitamines B. Plusieurs vitamines B sont impliquées dans la production des batteries, de l'ATP, donc de l'énergie. La B1, B2, B3, la B9, la B12, ce sont vraiment des vitamines essentielles. Et c'est à partir de ces vitamines-là qu'on peut produire aussi le coenzyme Q10. Hein, notre corps en produit de façon endogène à partir de ces vitamines-là. Et les vitamines B complexes sont présentes dans les viandes. Donc, il n'y a pas juste du fer dans la viande, il y a des vitamines B aussi. Donc, c'est un groupe alimentaire important pour être sûr d'avoir une bonne réserve de ces vitamines-là qui sont essentielles pour le travail de nos mitochondries. Alors, il y a une différence entre le burn-out et la fatigue chronique. Un burn-out, tu arrives à ta limite, tu n'es plus capable, tu ne peux plus bouger. Il y a des gens qui sont prônes au burn-out. Il y en a qui sont simplement en fatigue chronique en permanence. Puis, la fatigue, le burn-out, c'est aussi souvent relié à la dépression. Hein? Ça va souvent ensemble. On est fatigué, on est déprimé, ou on est déprimé, puis on est fatigué. Donc, c'est très rare de voir quelqu'un de déprimé quand il se sent tout plein d'énergie, hein, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi des profils génétiques prédisposés à la dépression. Alors, ça va être les gènes du MTHFR, les gènes du métabolisme de la vitamine B12 aussi, qui est super important, parce qu'il y a des carences en B12 qui créent vraiment des états dépressifs et qui sont totalement réversibles juste en ramenant le statut en B12 à normal. Donc, ça, c'est une dépression dont on n'a pas besoin. Quand on peut identifier si on a ce gène-là du métabolisme de la B12 moins efficace, ça vaut vraiment la peine, juste pour ça, des fois, de faire un test nutrigénomique, parce que ça peut expliquer bien des choses. Il y a l'acide folique qui travaille avec la B12 aussi, et on parle souvent aussi de vitamine D, à quel point c'est important, pas juste pour les os, mais aussi pour notre résistance, notre résilience en général, notre immunité, et aussi pour prévenir la dépression. Donc, ça, c'est pour les vitamines. Maintenant, les minéraux. On parle souvent du fer comme étant un élément important pour avoir de l'énergie, n'est-ce pas? On mesure le fer, on parle d'anémie, on prend des suppléments de fer, mais il n'y a pas que le fer. Là, c'est un équilibre super délicat. Donc, prendre trop de fer, prendre trop de zinc, ça peut nuire à l'absorption de ce minéral-là qui est super important pour l'énergie, qui est le cuivre. Le cuivre est important dans le travail de plus de 3000 enzymes. Alors, c'est un des minéraux qui est le plus utilisé par notre corps, spécifiquement dans notre mitochondrie. Et il travaille de concert avec le magnésium.
Donc, le magnésium, c'est essentiel pour produire de l'énergie dans nos cellules. Et ces deux nutriments-là, le cuivre et le magnésium, ça prend quand même une alimentation assez équilibrée pour aller les chercher. Hein, c'est pas nécessairement si facile que ça, aller chercher ces nutriments-là. Et le cuivre, ça a plutôt mauvaise presse. On parle de cuivre comme étant quelque chose qui peut plutôt nous empoisonner. Hein? C'est ça qu'on a surtout dans les médias, sur Google. Mais en fait, le cuivre est essentiel. C'est sûr que c'est pas une bonne chose, de la pollution au cuivre, puis du cuivre en quantité massive dans l'eau ou dans les sols. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens manquent de cuivre. On en a de moins en moins. Et la raison est associée à la pauvreté de nos sols. Pourquoi nos sols sont pauvres? Je parle souvent de ce cher Monsanto et du Roundup. La molécule s'appelle le glyphosate, qui tue tout dans les sols parce que, en fait, ça augmente le pH au point que ça chélate plein de minéraux, mais surtout le cuivre. Et dans le sol, s'il n'y a pas de cuivre, les bactéries bénéfiques ne peuvent pas vivre. Le cuivre, il n'est pas absorbé par la plante, donc il ne se rend pas en haut de la chaîne alimentaire, il ne se rend pas dans l'animal et il ne se rend pas non plus dans notre corps à nous, puisque nous, on mange des animaux qui mangent des plantes. Donc ça, toutes ces informations-là par rapport au cuivre et le rôle du cuivre dans la fatigue chronique, je vous suggère d'aller lire un livre qui s'appelle Cure Your Fatigue de Morley Robbins, donc la cure pour la fatigue. Il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer notre équilibre des minéraux et ce livre-là vous en dit vraiment beaucoup, alors je vous le recommande fortement. On peut, entre autres, aller chercher le cuivre dans les fruits de mer, surtout les huîtres. Hein? Quand la saison des huîtres commence, se payer un bon repas d'huîtres, ça refait les réserves de cuivre. C'est un petit plaisir qu'on se fait qui a vraiment des bénéfices sur notre niveau d'énergie. Donc, si vous aimez les huîtres, ça vous donne une raison de plus. Il y en a aussi dans le foie, dans les abats, dans le cacao, imaginez-vous donc, dans plusieurs sortes de noix aussi, et aussi dans la spiruline. Donc, c'est pas banal parce que parfois, quand on a des difficultés à aller chercher ce cuivre-là, il reste toujours certains aliments fonctionnels comme ça qu'on peut ajouter une petite cuillerée à thé de spiruline par-ci, par-là. Donc, qu'est-ce qui nuit aux mitochondries? Il y a des médicaments comme les statines qu'on utilise pour gérer le cholestérol parce qu'elles inhibent la coenzyme Q10 qui est essentielle pour la production d'ATP. Puis les statines sont connues d'ailleurs pour causer des problèmes musculaires, de la fatigue. Donc les aliments ultra transformés aussi nous nuisent à notre mitochondrie. Il y a les sucres raffinés, tout ça, c'est des choses que notre système accumule qui interfèrent avec la génération de l'ATP. L'alcool nuit aux mitochondries aussi. Donc, une diète nutritive et de l'exercice avec modération, c'est la meilleure chose pour avoir le meilleur niveau d'énergie possible. Donc, puisque l'ATP, c'est principalement utilisé par notre cerveau, on a besoin de ce carburant principal-là qui est le groupe des produits céréaliers, des fruits, mais aussi ces groupes-là nous apportent des fibres. Et les fibres, c'est la nourriture de notre microbiote. Hein? Et il s'avère que notre microbiote parle à nos mitochondries. Quand on mange trop transformé ou quand on enlève ces fibres-là, justement, ça dérègle tout notre microbiote. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose pour notre niveau d'énergie. Une autre question que les gens me posent souvent, c'est le café. Est-ce que c'est une bonne chose de se booster avec un café quand on n'a pas d'énergie? Bon, qu'est-ce que le café fait? Il augmente les catécholamines, hein? Surtout chez les personnes qui ont de la difficulté à métaboliser les catécholamines, donc les hormones du stress. Alors, ça veut dire que ça vous réveille, mais à la longue, ça épuise votre métabolisme, ça épuise vos mitochondries et c'est peut-être pas la meilleure stratégie à long terme.
Et à la place du café, je vous suggère un petit cocktail super simple à faire que vous pouvez prendre pour booster vos glandes surrénales si vous avez tendance à être fatigué. Ça vous apporte, ce petit cocktail-là, des minéraux qu'il faut pour produire l'énergie et ça stimule vos surrénales. Donc, c'est un cocktail d'adrénaline, si on peut dire. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ben, on prend de l'eau de coco. Ça peut être du lait de coco aussi. On peut se faire des smoothies aussi à base de ces ingrédients-là. Mais l'eau de coco avec le jus d'un citron. C'est super important parce que la vitamine C alimentaire, pas celle qu'on prend dans les suppléments synthétiques, mais la vitamine C alimentaire va stimuler nos surrénales. Donc, c'est vraiment une bonne stratégie de prendre un jus d'un citron dans de l'eau à chaque jour. Et l'eau de coco contient les minéraux qui nous permettent justement de faire travailler nos mitochondries. Puis, ben, moi, j'ajoute une petite pincée de sel, du sel de bonne qualité, pas du sel de table, là. Du sel de mer, du sel celtique, du sel de l'Himalaya, des sels qui ont plus de 50 minéraux naturellement présents à l'intérieur. Pas des sels comme ce qu'on a dans nos salières, là, qui sont complètement dénudés de minéraux, là. On a enlevé tous les minéraux dans le sel, puis on y a ajouté de l'iode. Fait qu'il ne reste plus grand-chose dans notre sel de table. Donc, je vous parle du sel de bonne qualité. Vous mettez ça dans votre cocktail. Puis moi, j'ajoute des vitamines B complexes en sachet. J'ai un petit supplément que j'aime beaucoup, que j'ajoute, qui donne une bonne saveur en plus. Et je pars avec ça. Puis des fois, c'est la spiruline que je vais utiliser comme source de vitamine B, comme source de magnésium. Puis, ben, je me fais un smoothie avec. Un beau petit smoothie vert. Fait que si vous voulez, je vous propose d'aller télécharger sur mon Patreon le cocktail pour vos glandes surrénales en 5 déclinaisons différentes, donc des smoothies, des breuvages que vous allez pouvoir prendre à chaque matin et intégrer dans votre routine quotidienne. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu dans la production d'énergie et peut-être aussi de vous réconcilier avec certains groupes d'aliments. Mais la morale de l'histoire, c'est vraiment que c'est la variété qui prévaut pour donner à notre corps tout ce dont il a besoin. Et il y a des jours où on mange mieux, d'autres jours où on mange moins bien. L'important, c'est la loi du 80-20. C'est que la plupart du temps, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre alimentation. Et la fois où vous avez fait un petit excès, un extra, faut pas s'en faire avec ça. Sur ce, bonne journée de PDG et vos gènes vous parlent. Écoutez-les.